L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Amasu Baba Nkela Wamazulu. Uncle Jaseneb. Aujourd'hui, on va parler des femmes d'aujourd'hui et les femmes d'hier. Le féminisme est aujourd'hui un mouvement mondial. Pensez-vous que cela va à l'encontre de la tradition en Afrique? Les féminismes. L'expression de soi-même définit une contraposition au masculinisme. Chaque fois que nous parlons de féminisme ou de masculinisme, ce que nous entendons dire réellement, c'est la séparation. Il faut faire ici très attention. Le féminisme ne s'oppose pas au masculinisme, tout comme le masculinisme ne s'oppose pas réellement au féminisme. Le féminisme s'oppose aux familles. Le féminisme s'oppose aux familles. Les notions traditionnelles dans lesquelles repose la société, qui déterminent les rôles et la place de la femme, les rôles et la place de l'homme, les ont fait dans un objectif bien défini. Donner la place à la famille, donner l'équilibre, la capacité de prospérité, d'équilibre mental, psychologique, le bien-être dans la famille. Pourquoi? Parce que la famille est l'unité de base d'une communauté, d'une société, d'un peuple, d'un écosystème humain, d'une planète, d'une galaxie, d'un cosmos. Nous arrivons à une expression maximale. Mais quand nous rentrons à l'unité, le point de départ, c'est quoi? C'est la famille. Quand nous parlons d'hommes et de femmes, ces expressions sont vides de sens, sinon que définies à l'intérieur d'une famille. Par l'expression homme, nous évidencions une différenciation typiquement génétique et sexuelle de l'homme en contrepartie de la femme. Elles sont, de par les origines de la conception de l'unité des familles, des éléments indicatifs, non déterminatifs. Les éléments déterminatifs dans ce sens sont les garçons et les filles, définis en tant que faisant partie d'une unité familiale. Quand on dit un garçon, on sait qu'il appartient à une famille. Quand on dit une fille, on sait qu'on appartient à une famille. Ils appartiennent à l'ensemble appelé les enfants. Mais quand on dit homme, on ne sait pas s'ils appartiennent à une famille. Quand on dit femme, on ne sait pas s'ils appartiennent à une famille. C'est pourquoi ces deux expressions homme et femme sont indicatifs, non déterminatifs. Or, quand on parle du féminisme, l'isme introduit une notion de détermination. Non seulement de détermination, mais d'individualisation. Détermination, individualisation vont dans le sens contraire de la famille. La famille est l'unité à travers laquelle se manifeste la vie, se propage la vie, s'oriente la vie. Et que quand nous venons contre, quand nous ramons contre ces concepts, nous sommes en train de ramer contre la vie. Le féminisme, en tant que déterminisme, tout comme le masculinisme, ce sont des mouvements, ce sont des sujets essentiellement contre la famille. Ceci n'est pas pour dire qu'il n'existe pas des problématiques non contre hommes et femmes, mais des problématiques à l'intérieur du noyau famille qui sont dues non à parce que les hommes sont devenus mauvais ou que les femmes sont devenues mauvaises, mais qui sont dues à la conjoncture, au développement, à l'avancement de la société qui portait à un réalignement de ces postes, de ces positions. Il n'existe pas de problème entre hommes et femmes. Les problèmes se trouvent dans la définition de la famille face aux contingences, face aux difficultés, face aux nouveautés ou dans les cadres nouveaux de l'existence dans la vie dans laquelle nous sommes imprégnés. Exemple, dans les modèles traditionnels et universels, l'homme travaille. L'homme garantit les toits, les manger, tous les différents paramètres de la sécurité. La femme reste à la maison
et organisent cet écosystème. Dans le modèle universel africain, ces deux sujets sont complémentaires. Okay? Ils sont complémentaires. L'un garantit la survie, l'homme, l'autre garantit l'organisation, la femme. Ces deux rôles sont distincts. La société occidentale nous plonge dans une situation où, on dit la femme peut travailler, doit travailler, comme il existe dans le monde occidental. Pour ne parler que du monde africain pour maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide. L'homme travaille, la femme travaille, c'est-à-dire tous deux deviennent responsables d'assurer les toits, d'assurer la maison, la nourriture. Qui s'occupe de l'organisation de la femme? Personne. Les rôles des femmes et les rôles d'hommes sont séparés, non seulement du point de vue de l'organisation de la société, mais du point de vue de l'organisation génétique. J'ai déjà dit une fois. Je le répète encore. À la naissance, le fœtus est féminin. XX. Pourquoi? Parce que dans cet univers, pour recevoir la vie, il faut être féminin. Seule la polarité féminine est capable de recevoir la vie. Chaque fœtus naît féminin. C'est pourquoi le sexe n'est pas déterminable au premier jour ou à la premier mois de la grossesse. Il faut attendre. On sait que la grossesse est là. On sait que l'être est là. Mais l'être qui, dans la grossesse, en premier, deuxième mois, est endoforme. L'on peut dire qu'il est asexué ou l'on peut dire qu'il a les deux sexes. C'est la même chose. C'est dans une phase successive. Il y a des mécanismes de régulation, des réglages hormonaux qui vont prendre soin et la maman va éliminer pour motif de procréation et de continuité de la vie. Parce que la femme tout seule n'est pas en mesure n'est pas possible, la femme tout seule n'est pas en mesure de procréer toute seule. Pour garantir ces mécanismes-là de procréation, la femme, la maman, va absorber un axe de la X. Vous voyez X, on enlève un axe, elle devient Y. On a Y, le masculin se développe. C'est pourquoi, dans la nature, sur chaque 10 naissances, il y a un ou des masculins. Le masculin est une erreur, on peut dire, ou une rareté. Son rôle est celui de la procréation. C'est pourquoi il doit pour maintenir la vie, pour garantir la vie. Il y a des retombées. Quand cela s'est produit, durant les développements de la grossesse, certains hormones qui étaient déjà en action pour garantir la vie, une fois que la vie a été réussie, vont s'éteindre petit à petit, jusqu'à ce que l'enfant va manifester le sexe masculin. Mais ces hormones ont été déjà présents en lui. Ils sont éteintes. Tout comme la femme. Tout comme la femme qui a été en mesure d'absorber un brin masculin, porte en lui aussi des éléments masculins, les yin et les yang. C'est pourquoi, dans la naissance, dans l'organisation de la société, il existe des rôles de travail. Il y a des travails pour hommes et des travails pour femmes. Les travails ont cette particularité. L'homme voyage sur une base linéaire. C'est parce que son énergie est électrique. Il doit garantir ces éléments-là. Si dans la vie d'un enfant, garçon, étaient introduits des éléments circulaires, comme laver les assiettes, cuisiner, faire les foufous, faire des mouvements circulaires, eh bien, les hormones féminines vont se réactiver. C'est pourquoi dans notre tradition, les garçons n'est pas autorisé, les garçons, pas l'homme. Garçon qui n'est pas mature, n'est pas autorisé d'aller dans la cuisine. Pourquoi cela? Parce qu'on connaît dans les traditions qu'en le faisant, on réactiverait les hormones féminines. Et petit à petit, l'androgénité se manifesterait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité. La perte des configurations masculines. La même chose pour les femmes. Les femmes font un genre de travail pour les empêcher de pouvoir exprimer la partie masculine dont ils absorbent quand ils sont en grossesse. Les travaux masculins ne peuvent pas être faits par les travaux masculins. Qu'est-ce qu'on va courir comme risque? Faites un exemple. Je vais vous donner un exemple. Prenez toutes les photos des femmes européennes blanches du XVIIe siècle. Les peintures, les photos du XVIIe, XVIIIe siècle. Vous trouverez des femmes courves. Courves, bien courves. Prenez les photos des femmes depuis les mouvements féminisme, où les femmes travaillent, sont des ingénieurs, des militaires. Les femmes sont comme les hommes. Sont devenues comme les hommes. Ça signifie que ces travails-là ont activé en eux des hormones qui ont transformé les corps de la même manière que
durant la grossesse, les hormones ont transformé les corps, les fœtus, pour en faire un homme. Mais maintenant, nous avons déjà une femme définie maintenant qui va commencer à rentrer dans une phase de transformation tardive. Elle ne pourra jamais devenir un homme complètement, mais intérieurement, elle devient un homme. La famille, une fois que ces rôles ont été compris, et la différenciation ou la division des tâches ménagères ont été faites de manière à garantir cet équilibre-là, que les hommes restent hommes, que les femmes restent femmes. L'homme nettoie la cour, arrange les toitures, pendant que la femme cuisine, fait la vaisselle. Ce n'était pas un choix social, c'était un choix intelligible et génétique pour la procréation. Et on ne doit pas penser que ce sont de travaux méprisants. Il n'existe pas de travaux méprisants. Donner vie et prendre soin, qu'est-ce que c'est que l'entité qu'on appelle Dieu, la mère divine fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il a créé la vie, prend soin de ça. Dire que le travail, le rôle de la femme est méprisable, c'est un sacrilège. Parce que Dieu, il fait quoi? Dieu a donné naissance à la vie. Et il prend fin ensuite, il prend soin de cette vie. Ce n'est pas comme ça. Dire que le travail de la femme est méprisable serait dire que c'est un sacrilège. Ça, c'est selon ce que veut nous faire croire l'Occident. Donc, je comprends que vous n'êtes pas d'avis qui ramène nos femmes à penser que ressembler aux femmes occidentales, c'est ça, devenir une femme évoluée. La femme occidentale est un homme, malheureusement. Est devenue un homme. Parce que la société occidentale, née de la création Anunnaki, est une société misogyne qui n'affecte pas la femme. Pourquoi? Pour les Anunnaki, le camp des Amasatum, le camp des femmes, est un camp ennemi. Et les Occidentaux sont de la descendance Anunnaki. Et dans cette descendance, la femme est méprisée, est méprisable. Il n'y a pas de place. La femme, c'est une prostituée. Vous trouvez des manifestations. La femme n'a aucun rôle qu'à servir les besoins physiologiques sexuels de l'homme. Ou les servir, point final. En tant que servitude. Pas que servir la servitude. En fait, quand vous regardez les documents anciens, notamment la Bible, vous allez trouver que dans le domaine de l'esclavage, la femme a un prix. Elle est vendue. Que nous avons hérité avec le mariage aujourd'hui, avec on fait la facture. La femme est vendue. Parce que dans cette société, à ses origines, la femme n'est pas reconnue, n'a aucune place. Ou elle n'est retenue que, deux cas, ou elle n'est retenue que pour des besoins sexuels et de reproduction. Non, mais vous venez aussi de dire que aujourd'hui, pour épouser une femme, on a besoin d'une facture, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que cela vient de chez nous? Parce qu'on ne le trouve plus chez nous en Afrique. Cela veut dire que nous aussi, comment vous dites notre facture? culture a été biaisée? Absolument, oui. C'est une histoire qui vient de l'esclavage. Vous avez une seule preuve dans le royaume Congo d'une contraception de mariage. Une seule preuve. Vous avez une seule histoire qui vous est arrivée dans le royaume Congo d'une contraception de mariage. Vous en avez? Non. Parce que si vous en avez, vous aurez des noms. Mais là, vous parlez des factures. Les factures est une preuve d'achat et de vente. La dot aussi n'est pas, en quelque sorte, la Comment démarche vous d'une dites facture. quand vous dites dot, et les deux sont des noms d'emprunt. Et la facture qui est une preuve d'achat et de vente, et la dot qui est un don, sont des noms d'emprunt qui n'existent pas dans vos cultures. Vous dites, vous faites un mariage traditionnel, mais quand vous demandez la composition, vous parlez français. Vous parlez français. Même pour dire mariage traditionnel, vous ne pouvez que le dire qu'en français. Quand vous dites en lingala, en kikongo, vous n'avez pas d'expression pour ça. Vous devez dire mariage traditionnel. Si vous rentrez en kikongo, on dit makoela, c'est tout. Dikoela. Il n'y a pas une distinction. La distinction se fait en français. Ça signifie que c'est une notion apportée. Et la dot et la facture, non seulement qu'ils sont des expressions étrangères qui se contradisent. Est-ce que je peux te donner un don et te demander une facture? Non. Est-ce que je peux venir chez toi, t'apporter un cadeau qui est un don? Je viens te voir à la maison, j'apporte une bouteille, n'importe quel cadeau je t'apporte, et je t'arrive, je te remets les cadeaux, les dons, et puis je te donne moi une facture en échange. Absolument pas. Mais revenons à ce dont nous sommes en train de parler. La société occidentale n'a de place que pour la femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont des descendances Anunnaki. Et les Anunnaki sont des misogynes. Les Anunnaki sont expressément masculins. Ils n'ont pas été conçus en tant que société de famille. Ils n'ont pas de famille. Ce sont des individus qui ont été créés pour la guerre. Réfère la mentalité occidentale de toujours s'armer. Les Occidentaux, c'est mieux avoir des armes que la nourriture. Il faut voir les budgets que chaque nation occidentale emploie pour l'armement.
Elle dépasse les budgets alimentaires de beaucoup de fois. Les gens meurent de faim, mais les projets militaires, et ça c'est une mentalité Anunnaki. Les Anunnaki ont été créés pour la guerre. Ils sont misogynes. Ils n'acceptent pas la femme. Ok. Maintenant, dans les processus évolutifs qui portent à la création des abats, c'est-à-dire les blancs, les occidentaux d'aujourd'hui, la femme s'est retrouvée, quand vous regardez l'histoire de l'Occident, un homme qui a des femmes qui travaillent, qui vivent sous son toit, ok, a droit sexuel sur tous, un homme, a droit sexuel sur tout ce qui est dans sa propriété. Qu'il s'agisse de la femme, de la maman de la femme, des sœurs de la femme, des cousines de la femme, ses propres cousines, ses propres sœurs et les travailleurs, l'homme a droit, prévalence sexuelle sur tout ce qui, de tout féminin, qui vit dans sa, qui met pied sur sa propriété. Ok? Dans cette société-là, la femme occidentale qui a évolué dans cette société-là a développé de l'amertume pour elle-même. Ok? Elle a développé de l'amertume. Tout comme les esclaves noirs qui se sont retrouvés coincés dans une identité pour laquelle la peau noire devenait un significatif d'infériorité. Ils commencent à blanchir la peau pour se sentir un peu plus blanc. C'est comme ça, non? Eh bien, la femme blanche a suivi les mêmes processus à travers lesquels elle a commencé à s'adapter. Il fallait devenir un peu plus masculin. C'est comme ça la révolution du travail arrive. La femme veut devenir un homme. Parce qu'en tant que femme, elle n'a aucune place. Et elle le devient. Elle devient un homme, comme je viens d'indiquer aujourd'hui, je l'ai indiqué avant. Elle devient intérieurement un homme. Et une fois qu'elle devient un homme, il y a ce qu'on appelle un contentieux. Les contentieux, les conflits que nous avons dans le monde occidental dans les mariages, est un contentieux. Le contentieux est celui des abus, des tortures, des mauvais traitements que les femmes ont subis de la part des hommes. Et aujourd'hui qu'ils ont acquis un statut de relevance qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne pouvaient pas avoir dans le temps, maintenant qu'ils ont obtenu un statut de relevance, eh bien elles se vengent contre l'homme. Ils punissent l'homme, ils malmènent l'homme. Ils t'épousent, après 2 mois c'est le divorce, et ils veulent tout prendre, parce qu'ils ont la mémoire non consciente que les hommes ont tout pris d'eux. Quand il y a un divorce, la femme veut tout prendre, parce qu'il y a mémoire, c'est un contentieux. C'est un contentieux à bas. C'est un contentieux du monde occidental dans lequel nous n'avons rien à voir. Et que nous ne devrions pas prendre comme exemple aussi. Oui, parce qu'on ne raconte pas l'histoire. Quand vous allez à l'école, quand vous enseignez, vous pensez que l'histoire des Occidentaux vous appartient. C'est comme ça que vous finissez par penser qu'Abraham, c'est votre ancêtre. Vous finissez par penser que Jésus est là pour vous. Non, Jésus était un prince de la famille royale de David. Ok? Il a un peuple. C'est un prince. C'était un prince. Ok? C'était un prince royal. Il a des sujets pour lesquels les droits royaux lui indiquent à qui il doit s'adresser. Pourquoi vous rentrez dans cette constitution? Parce que vous avez oublié vos royaumes. C'est un problème d'études, c'est un problème de matière. Mais quand nous y revenons, le conflit occidental ne nous intéresse pas. Dans notre tradition, les femmes ont toujours toujours une place de référence. Le travail des femmes a toujours été honoré. Je peux citer plusieurs passages qui démontrent cela. Par exemple, une femme qui a 3 enfants a le même statut que d'un notable. Vous voyez, un homme doit étudier, doit faire des épreuves pour devenir un notable, acquérir le respect d'un notable. Une femme qui a donné naissance à 3 filles, un après l'autre, a le même respect d'un notable. Une femme qui a donné naissance à 7 filles, quand elle rentre dans une assemblée, okay, même les rois se lèvent. Le maréchal Mobutu avait dit cela, que toute femme, peu importe son âge, est appelée maman. Vous vous souvenez de cela? Mobutu se souvenait de cela. Toute femme, peu importe son âge, est appelée maman. On appelle maman. C'est comme ça, moi, mes enfants, je les appelle maman. Vous voyez, c'était des exemples. En parlant des vieillards, des femmes vieillards. La tradition nous dit, il n'y a pas meilleure banque qu'une femme vieille, une femme âgée. Tout ce que tu donnes à une femme âgée, les créateurs te les redonnent multipliés par 100. Et c'était pratique. Les femmes âgées se levaient le matin, ils se mettent devant sa maison. Il attend. Tout le monde passait, donnait quelque chose. Après, il dit, je vais faire une affaire. Quand tu rencontrais une vieille femme, c'était une grande bénédiction. C'était une assurance que quand tu as donné quelque chose, c'est que tu allais faire aller marcher. Je ne sais pas à votre époque. Nous, à notre époque, on grandissait. Vous pouvez être 50 000 voyous à la rue.
Dès qu'une maman sortait, il disait, hé, tout le monde arrêtait de parler. OK? Tout le monde. Le manque de respect vers une maman, une femme, n'était pas toléré, n'était pas accepté. N'a jamais été. Et ça, c'est depuis cet élément remonte d'avant l'esclavage. Ça a toujours été ainsi. Ce sont les peu des choses qui ont survécu l'esclavage. Fait partie de peu des choses qui ont survécu l'esclavage, la colonisation et la dépravation des mœurs que nous avons aujourd'hui. La place de la femme. Donc la femme a toujours eu une place de relevance. La femme africaine est appelée à naviguer ces éléments, aller faire des investigations dans le passé, retrouver cela. Non faire la guerre, et non s'emparer d'une identité phallique qui est occidentale. Ils ont des conflits qui ne nous appartiennent pas. Et nous nous mettons dedans, nous nous confondons. Le modèle occidental ne reconnaît pas la famille. Mais puisque nos sociétés en Afrique sont déjà occidentalisées, les femmes doivent aller travailler, les hommes aussi doivent aller travailler. Quelles conséquences il y aura au niveau de l'éducation pour nos enfants? Destruction. C'est la destruction des sociétés. Regarde, il faut aller à l'Occident. Okay? Aujourd'hui, les enfants ne répondent plus aux parents. Ils répondent au gouvernement. Le parent, tu n'es plus un parent, tu n'es qu'un babysitter. Tu n'es qu'un gardien pour ton enfant. Mais le propriétaire de l'enfant, c'est le gouvernement. Mais qui est le gouvernement? Vous voyez? Qui est le Tu gouvernement? ne peux non plus dire rien à ton fils, à ta fille. Vous voyez? C'est vers cet élément-là que nous sommes en train de partir. C'est dans cette direction-là. Il y a une responsabilité commune de l'homme et de la femme. L'homme à reprendre le contrôle de la société. La femme à reprendre le contrôle de la maison. Nous sommes à Saja. Il y a 2 jours, il y a eu une célébration organisée par la reine. Et il a parlé du roi. Dans ses paroles, il dit que le roi, depuis qu'il a pris le pouvoir il y a 50 ans, il a révolutionné l'éducation. C'est sa plus grande réalisation. Il a construit tous les pays. Tout ce que vous voyez ici a été construit par les rois en vie. Mais avoir construit tout ça, ce n'est pas sa plus grande réalisation. Sa plus grande réalisation, c'est le système éducatif. C'est sa plus grande réalisation. Une instruction arabe, la culture arabe, tout. On a misé dedans. On a élevé l'identité arabe. La femme arabe est dans la maison. Okay? Des fois, il y a des éléments qu'on ne comprend pas. On dit la femme arabe, quand on est en Occident, on dit que non, la femme arabe n'a pas de droits. Parce que quand il doit sortir, il doit avoir l'autorisation, il doit être accompagné par un homme. Les Arabes te disent non. La femme est une princesse. Et une princesse a un entourage. Hein? Si tu sors de son entourage, tu n'es pas une princesse. C'est pourquoi dans la conception arabe, la femme, tu ne veux pas la laisser partir dehors. Pas parce que tu ne veux pas la sortir dehors, non. C'est parce qu'elle doit être accompagnée. Ça remonte la valeur de la femme. Vous voyez des fois comment on peut mal comprendre les choses quand on n'a pas la lecture culturelle d'un peuple. Et nous comprenons mal les choses parce que nous n'avons pas la lecture culturelle occidentale. Et nous tombons dans les pièges. La femme africaine reste à la maison, pas parce qu'elle n'est pas capable de travailler. Parce que le travail à la maison est 100 fois plus important que le travail qu'on fait dehors. Ok, très intéressant. Donc, si l'émancipation de la femme ne devrait pas se mesurer par l'indépendance financière, comme on veut nous faire croire par l'Occident, l'évolution de la femme ou l'émancipation de la femme, on doit la voir comment? Comment est-ce qu'on devrait le concevoir? L'émancipation de la femme, ça signifie pour être émancipé, il faut partir d'une position d'emprisonnement. On parle de l'émancipation de l'esclave. Ok? L'émancipation de l'esclave. Parce qu'il est un esclave. Comment pouvons-nous parler de l'émancipation de la femme? Parce qu'avant, elle est quoi? C'est l'enrichissement du cadre de la famille. Quand la famille n'a pas de voiture, les moyens, tout est limité, non? Quand maintenant la famille se développe au point d'avoir une voiture, c'est pas mieux. Et maintenant, quand la famille se développe d'avoir 3 voitures, 2 motos à la maison, c'est pas encore mieux. Maintenant, si la famille se développe à avoir 3 maisons, ok? Une en ville, une dans la campagne. 2 voitures à la maison en ville, 2 voitures à la maison en campagne. 2 motos cruise à la maison en campagne pour aller explorer les paysages. C'est pas encore mieux. La question, c'est la famille, pas l'émancipation de la femme. Parler de l'émancipation de la femme, c'est dire que la femme est une prisonnière. En Occident est le cas. L'émancipation de la femme occidentale est un fait. Parce qu'elle occupait une position d'humilité. Okay? Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas un problème d'émancipation de la femme. Nous avons un problème du point de vue des familles, la richesse des familles, les progrès sociaux de la famille, les progrès financiers, économiques de la famille. Et ces progrès économiques, sociaux de la famille dépendent du progrès social économique de la communauté.
de la région, du pays, du continent. Ce sont les problèmes que nous avons. OK? Nous avons besoin d'enrichir nos cadres, nos familles. Nous avons besoin d'améliorer nos cadres de vie. Nous avons besoin d'assurer les besoins fondamentaux. À toute famille doit être garanti les paniers de la ménagère. À toute famille doit être garanti les soins médicaux gratuits. Okay? L'accès à l'éducation gratuit. Okay? Et les vêtements gratuits. Vous voyez un peu, c'est ça dont nous avons comme problème. Le féminisme, c'est un faux problème. C'est pas qu'il n'existe, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas de tensions à l'intérieur des déterminants nucléofamiliales. Mais ces problèmes-là, ces tensions-là, ne sont pas les résultats du maltraitement des femmes. Ils sont les résultats du maltraitement du cadre social et économique dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas de souveraineté. Nos dirigeants ne sont pas en mesure de décider pour nous. Nos pays sont pris comme des centres de déprédage. On vient, on prend tout, on nous laisse zéro. On veut nous faire travailler au prix les plus bas possible pour des choses qui coûtent des milliards. On veut acheter un sac de cacao à 2 dollars, pendant qu'une tasse dans un sac de cacao, combien y a-t-il de grains de cacao? 100, 200, 300? On veut cela à 2 dollars. Okay? Mais pour faire une tasse de café, c'est peut-être un dixième d'un seul noix. Et un seul noix se vend, un seul café se vend 2 dollars. Nous vendons, okay, un sac de 100 noix, de 200 noix, au même prix qu'en Occident, on vend un café qui n'est l'équivalent que de 1 dixième d'une graine. C'est ça les problèmes que nous avons. C'est ça les tensions que nous avons. L'homme est sous tension. Ce qui fait que les femmes aussi vont chercher l'argent pour soutenir les hommes. Mais oui. Mais les problèmes ne se trouvent pas là. Les Occidentaux ont une autre histoire. Ils ont un autre problème. Nous devons faire face à notre histoire. Nous devons faire face à notre problématique. Pas imiter les problématiques des autres. Certes, la femme africaine n'a pas de problème de prestige, d'estime et de place. Elle lui est reconnue. Mais nous avons un problème en commun. L'esclave, dans les processus de l'esclavage, quand on lit les livres de comment faire l'esclave, vous vous rendez compte au chapitre 5 qu'on parle de comment mettre l'homme contre la femme et la femme contre l'homme. Ce mécanisme a été pratiqué, instillé de manière précise. Aujourd'hui, nous avons ces conflits-là. Parce que dans les mécanismes de comment faire l'esclave, une partie très importante était celui de mettre l'homme contre la femme contre l'homme. Votre femme vous quitterait sûrement si une offre de mariage lui était faite de la part d'un blanc. Je me trompe? Oui. C'est ça les problèmes que nous avons. Maintenant, on peut dire qu'à l'ancien temps, la femme africaine avait une image, un symbole assez grand ou, je dirais, d'une grande moralité. Avec tous ces changements modernes, si on peut dire comme ça, est-ce qu'aujourd'hui la femme détient encore en lui le pouvoir ou le symbole qu'elle détenait il y a peut-être plus de 500 ans? Un lion qui se prend pour un chat reste quand même un lion. Pardon? Un lion qui se prend pour un chat reste quand même un lion. Ce n'est pas parce qu'on se prend pour un chat qu'on devient un chat. Un noir qui se prend pour un blanc reste quand même un noir. Le fait que tu te prends pour un blanc, c'est une folie. Parce que tout le monde voit que tu es un blanc. La femme n'a rien perdu de cela. Mais elle doit sortir du sillage de la femme blanche qu'elle n'est pas. Qu'elle ne peut être, qu'elle ne pourra jamais être. Elle ne doit pas s'engager dans un conflit qui ne lui appartient pas. C'est pour s'approprier d'une histoire qui ne lui appartient pas. Malheureusement, c'est ce que l'éducation nous donne. Donc, pour finir ces problèmes, nous avons besoin de redéfinir le système d'éducation. Les systèmes d'éducation nous affilent, nous portent à devenir des blancs intérieurement. Sincèrement pas. Demandons chacun de nous combien connaissons-nous de nos propres cultures et combien on connaît la culture des blancs ou de notre propre histoire et de notre histoire. Très peu. Chaka Zulu, nous l'avons connu parce qu'il y avait un film fait par un blanc. Napoléon, nous l'avons regardé étudier à l'école. Charlemagne, nous l'avons étudié à l'école. OK? Et la suite est longue, des gens qui nous avons étudié à l'école. Mais Chaka Zulu aussi, nous n'avons pas vu. Et les générations qui n'ont jamais vu ces films-là ne connaissent pas qui est Chaka Zulu. Mais tous, tendances confondues, connaissent très bien qui est Napoléon. Connaissent très bien. Nous avons un problème d'éducation à la base. Nous avons un très grand problème d'éducation à la base. Et c'est là que se trouve le nœud. Mais, hommes et femmes africains sommes engagés dans un combat qui ne nous concerne pas. Et les résultats, les dégâts, les pertes se subissent au niveau des familles. Une fois que les familles sont dissoues, nous avons tout perdu.
Sur le plan mariage et famille, dans la tradition, la femme était souvent perçue comme pilier du foyer et garante de l'unité nationale, familiale. Aujourd'hui, certaines revendiquent une liberté plus individuelle pour imiter la culture occidentale. Parfois même de ne pas se marier. Comment voyez-vous cette évolution? La femme, de par sa nature biologique, et vous entendez souvent parler dans le monde occidental, ce qu'on appelle biological clock. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Biological clock, c'est pour dire la montre biologique. Okay? Montre biologique. La femme existe dans une de ses fonctions principales, c'est celui de donner la vie. Il faut juste regarder l'état psychologique d'une femme qui n'a pas donné naissance et d'une femme qui a donné naissance, de manière la plus directe. Maintenant, la question a un mérite psychologique, dans le sens que donner naissance est un point important, mais la plus importante, c'est grandir un enfant. La femme ne peut avoir donné naissance ou ne pas donner naissance, mais les processus de transformation de la femme vient avec le grandir. La nature n'a pas donné à toutes les femmes la possibilité naturelle de voir un enfant. Mais grandir un enfant, c'est très important. Avoir des enfants, c'est très important. C'est pourquoi dans les familles du genre africain, quand dans une grande, il y a la grande famille. Pourquoi la grande famille? Parce que les jeunes filles qui grandissent, ils grandissent avec eux des enfants qui sont petits. Ils apprennent la responsabilité. Maintenant, à comparer avec une fille qui a grandi dans un environnement où il n'y a pas de petits-enfants et jusqu'à l'état adulte, vous avez une autre personne complètement différente. Ça, c'est un des rôles primordiaux de la nature. Dire que la femme ne donne pas naissance, une femme qui décide de ne pas donner naissance, ça revient à comme un homme qui décide de ne rien faire dans sa vie, de ne pas travailler, de s'asseoir à la maison et veiller. Eh bien, nous avons des dégâts, des conséquences sur le plan psychologique. Dans un deuxième point, l'objectif de la vie, un des plus grands objectifs de la vie, c'est le maintien de la vie. Nous avons réussi la vie, venant de quelque part, parce que nous devons assurer sa continuité. Nous devons, au cours de notre vie, il faut imaginer l'existence comme une grande course à relève, où l'on court avec un flambeau et que l'on passe. Chacun d'entre nous attend que le flambeau soit passé. Maintenant, il faut savoir que pendant qu'on est en vie aujourd'hui, c'est-à-dire nous avons reçu les flambeaux et que nous sommes en train de courir, il faut savoir que devant, il y a quelqu'un qui est en train d'attendre là. Il y a des gens qui attendent. C'est-à-dire les enfants, nous ne leur donnons pas vie. Nous leur faisons rentrer sur la sphère physique, mais ils existent déjà. Sur le plan spirituel, ils existent déjà. Ils sont là en train d'attendre les flambeaux. Décider de manière volontaire de ne pas donner naissance est une des plus grandes formes d'égoïsme possible. C'est condamner toute une lignée qui devait exister à ne plus exister. Notre existence ne tourne pas autour de nous-mêmes. Pour créer un être humain, un enfant, il faut l'apport génétique de quelque chose comme 670 personnes distribuées sur 7 générations. La notion sur laquelle nous sommes nés de notre père et de même, oui, direct. Mais il y a 670 personnes qui ont contribué sur un espace temporel de 7 générations pour que nous existions aujourd'hui. Nous existions en tant que résultat communautaire. Et nous avons un devoir inscrit dans notre DNA de cette continuation. Nous ne donnons pas des enfants, naissance des enfants nous-mêmes. Nous sommes une porte, ok? Mais avant cela, il y a plusieurs personnes qui sont en train de travailler sur plusieurs, et qui ont déjà commencé ce travail sur plusieurs générations pour la naissance de l'enfant qui va naître demain. Comment peut-on être, je ne peux pas parler de méchanceté, mais comment en toute conscience des choses, on peut prendre la décision d'interrompre un mécanisme qui engage des milliers de personnes sur plusieurs générations. Vous voyez, c'est la forme d'égocentrisme, d'égoïsme la plus totale qui puisse exister. Et c'est une trahison à la vie. À moins que, durant la vie, on ait connu des accidents, des problématiques qui nous incapacitent à cette possibilité, car celles-là sont possibles, et assez répandues aujourd'hui, mais de la grande marge, on doit quand même, un homme qui se retrouve en mesure de ne plus donner naissance, tout comme une femme, doit trouver les moyens de garantir la survie de l'espèce en prenant une responsabilité parentale, à l'intérieur des paramètres acceptés et reconnus dans la culture. Merci, Baba Kinkela. Sur la transmission culturelle,
Pensez-vous que les femmes d'aujourd'hui transmettent encore avec la même force que les aïeuls leurs valeurs culturelles, les rites et la sagesse traditionnelle aux jeunes générations? Du moment où nous sommes à rentrer dans l'esclavage, qui a commencé à la fin du XIVe siècle, et il y a la guerre contre l'esclavage, il y a une très grande guerre qui commence à la fin du XIVe siècle, dans le royaume Congo, pour être précis. Cette guerre-là, durant cette guerre, il y a l'esclavage. Les gens sont pris par force, exportés. Les lignées royales sont brisées parce que les rois, les princes sont exportés dans d'autres pays, dans d'autres mers, ceux qui étaient plus forts tués. Eh bien, l'identité va complètement être brisée en 1885. En 1885, c'était l'année des deuils. Tout est brisé. Nous avons été brisés. Et nous avons commencé à une réformation que nous appelons la colonisation qui va finir en 1860. Première phase. Et puis nous rentrons dans une phase de rentabilité. Nous avons été programmés d'une certaine manière et après nous avons commencé à fonctionner nous-mêmes. C'est comme les chevals. Quand vous prenez un cheval, il vous refuse. Il faut utiliser la violence sur le cheval. Les techniques d'esclavage ont été repris des techniques qu'on fait pour dompter les chevaux. Qu'est-ce qu'on fait? On introduit au niveau des dents qui sont les plus sensibles du cheval. D'abord, quand on prend un cheval, on les lie, on les ligote, on les met par terre. On ne les donne ni à manger ni à boire. Première phase. Si l'humain approche, le cheval s'énerve, s'agite, on ne lui donne pas à manger. Après, chaque fois que l'humain vient avec un plateau de manger, comme le cheval est affamé, il va regarder. Et puis l'humain va lui mettre la nourriture juste au bas de la bouche, de la gueule. Et le cheval mange, il apprend que l'homme, c'est l'homme qui apporte la nourriture. Il ne doit plus l'attaquer, sinon il va mourir de faim. Et chaque fois qu'il se comporte de manière agressive, on lui prive de la nourriture. Après, il apprend que pour manger, pour survivre, il doit devenir doux. Première phase. Deuxième phase, l'homme doit monter sur son dos pendant qu'il est attaché par terre. L'homme vient, s'assoit sur le cheval. Si le cheval bouge avec force, on ne lui donne pas à manger. Et le cheval apprend que quand l'homme vient, il doit le laisser, il veut manger, il doit le laisser s'asseoir sur son dos. Troisième phase, on détache le cheval. Le cheval circule dans l'enfer, mais on lui introduit les canaches. Hein, les cordes avec lesquelles on guide le cheval, il y a des canaches, c'est-à-dire des morceaux de fer à l'intérieur des dents, les dents sensibles du fond. Le cheval apprend à laisser l'homme monter sur son dos, sinon il ne mangeait pas. Après, il apprend à obéir comment? Chaque fois que l'homme tire le cheval, ça fait mal aux dents. Et le cheval tourne la tête à droite pour éviter la douleur. Il tire il tourne la tête à gauche quand on tire, parce que s'il ne tourne pas, ça va faire mal. Quand on lui demande de s'arrêter, on tire comme ça, il s'arrête parce que ça fait mal. Quatrième phase. Cinquième phase, maintenant, après cette formatation-là, le cheval, on lui lève les cordes, on lui ouvre la porte, il part, et puis il va revenir lui-même. Il oublie que les personnes qui montent sur son dos, c'est la personne qui lui a torturé. C'est un homme de Stockholm. Il va les chercher. Et après, la colonisation a servi de nous affecter du syndrome de Stockholm. Un exemple que j'ai toujours donné, durant l'esclavage, nous avons été pris dans des bateaux avec force pour aller travailler en Europe. Aujourd'hui, nous payons nous-mêmes pour aller travailler en Europe. Syndrome de Stockholm. Les nègres ne savent pas rester loin des blancs. Ils se sentent comme les chevaux qui ne voient pas son maître. Ils se sentent perdus. Il doit aller les trouver. Et il s'est créé des nègres blancs qui sont restés à la tête des sociétés avec lesquelles il faut acclamer. Quand on t'acclame, pourquoi on t'acclame à Kinshasa? Parce que tu ressembles le plus possible à un blanc. Tu ressembles le plus possible à un blanc. Parfois même quand tu as des propos sensés, on sort la phrase que tu réfléchis comme un blanc. Exactement. Tu agis comme un blanc. Exactement. Pour marquer cette séparation de l'animal et de l'homme. Maintenant, dans ces néandres-là, la femme tout comme l'homme se sont perdus. Il nous faut une renaissance. Le maréchal Mobutu, j'avais dit, avait lancé cette renaissance, le retour à l'authenticité. Mais on n'a pas... Cette renaissance était vague. Il n'y avait pas de point formel. On dit comme nos ancêtres. Mais nous avons une longue lignée des ancêtres. Il n'y avait pas une période de fait définie que l'on pouvait étudier. Nous devons rentrer aux abords du royaume Congo. C'est-à-dire nous devons aller étudier parce que là, il y a du matériel.
L'organisation politique, l'organisation sociale, les modèles industriels, les projets royaux, la volonté. Il faut une époque de référence. Le recours à l'authenticité a eu un échec parce qu'elle était vague. Le Kolabakoro, comme les ancêtres, mais qui? Quels ancêtres? Nous parlons des ancêtres parce que ceux qui sont nés esclaves sont des ancêtres quand même. Ce qui était avant étaient des ancêtres et c'était vague. Et aujourd'hui, la femme n'est pas en mesure de transmettre les valeurs ancestrales, les valeurs authentiques, traditionnelles. La femme transmet les valeurs coloniales, hommes comme femmes. Nous transmettons les valeurs coloniales. C'est pourquoi nous n'avons plus d'amour entre les uns les autres. Des mécanismes simples et humains comme la réciprocité chez les Congolais ne fonctionnent pas. La réciprocité est un paramètre psychologique qui veut que si quelqu'un te rend un service, tu portes avec toi une dette morale pour vous rendre les services. Parmi les Congolais, la psychologie congolaise, ces mécanismes ne fonctionnaient pas. Le mécanisme congolais, si tu donnes à quelqu'un un service, il s'attend à un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, comme ça à l'infini. Il n'y a pas une réciprocité. Mais la réciprocité des faveurs est un mécanisme étudié et démontré sur les plans internationaux, du psyché humain. Mais quand nous rentrons dans la problématique congolaise, nous voyons que ce mécanisme ne fonctionne pas. Un don donné à un Congolais ne correspond pas à une dette morale. Non. Par contre, on s'entend un deuxième, un troisième, un quatre. On s'entend même que ça reste comme ça. Ça devient une habitude, tu dois lui donner. On est même psychologiquement sorti du paramètre de l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est un grand problème culturel aujourd'hui. Nous n'avons plus mémoire. Nous avons perdu ces éléments-là, ces points de référence. Merci Baba Kikela. Si vous deviez adresser un message aux jeunes femmes africaines d'aujourd'hui, quel conseil leur donnerez-vous pour inspirer du modèle de leurs aînés tout en construisant leur propre avenir? De se remettre en question. C'est un point important. Remettre en question ce que l'on est, ce que l'on pense de ce que l'on est, ce que l'on sait de ce que l'on est. Je vais vous dire une chose. Ce que vous connaissez de vous-même n'est pas vous. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a donné un nom. On ne vous a pas demandé quel est votre nom. On vous a dit, vous êtes Mouyombe, vous êtes Mongala. Mais si nous concevons que l'esprit existe avant le corps, donc c'est l'esprit a toutes ses références déjà données. Il a ses goûts, il a ses attitudes. Mais la société est face à tout cela. On vous donne un nom. On vous dit, vous devez vous comporter de cette manière. On vous donne une identité, une super identité des surfaces. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une démarche normale. Mais cette démarche a une seconde phase. La remise en cause de sa propre identité pour se trouver soi. Qui suis-je? La question a été posée par les philosophes grecs. Qui suis-je? C'est un point philosophique important qui a marqué une décadence énorme avec l'arrivée des Socrates et les Hellènes qui ont étudié en Égypte, arrivant en Occident. Qui suis-je? C'est-à-dire une remise en question de soi. C'est un point très important de réaliser que l'identité que l'on perçoit de soi est une identité donnée, créée, fictive. Elle a un rôle à jouer. Mais par après, on doit se poser cette question, sinon on reste des enfants pour toujours. On reste des enfants pour toujours. Des fois, on donne un enfant un nom. Il accepte parce qu'il est donné, mais il grandit, puis il change. Non, non, ne me représente pas. Je ne me retrouve pas, il change de nom. On a besoin d'une remise en question. Nous avons besoin, plutôt dans le monde académique et dans le monde littéraire, de faire un travail. Le plus grand travail, je dirais, une invitation aux jeunes, c'est rentrer dans le monde académique de la recherche identitaire, à travers l'étude des cultures, l'étude du passé, l'étude de l'organisation des sociétés. Il faut des études, il faut des argumentations, il faut des documents apportés et créer de nouvelles bases d'études, de formation. C'est seulement à travers cette manière qu'on change. Il faut un travail de fond. Et les jeunes, je les invite à penser à cela. À penser non à soi-même, mais penser aux futures générations. Si nous avons réussi un cadre, nous n'avons rien réussi de nos parents, ce n'est pas la cause, ce n'est pas une justification pour que nous ne laissions rien aux générations qui vont venir. Nous avons un devoir. Si ceux qui nous ont donné naissance n'ont pas assuré, nous devons assurer deux fois. Et aujourd'hui, nous devons passer aux Congolais, aux Africains de 2080. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Ou nous pensons parce que si rien n'est fait, ils seront des esclaves pires que ceux qui ont eu entre le 14e et le 18e siècle. Que sommes-nous disposés à faire pour garantir le bien-être des générations futures?
Ça, c'est la question que je pose aux jeunes. Comme je dis, nous avons cette responsabilité de penser aux générations futures. C'est une responsabilité divine en Koucha Seneb.